Nous allons donc évoluer avec notre exposé sur le 4e point, à savoir l'origine du mythe du combat Seth et Horus. Nous nous expliquons très rapidement. Il faut comprendre que, comme je l'ai ébauché il y a quelques minutes, à savoir que l'environnement a un véritable impact sur le physique et sur le psychique de l'humain, même s'il y a une dimension en l'homme dont on pourrait dire qu'elle peut être considérée comme une dimension autonome, ce qui même reste à vérifier, puisque même l'être intrinsèque lui-même est influencé par le facteur extérieur. Il est vrai que l'objectif de l'initiation nous amène donc à transcender les influences extérieures et d'être maître de nos propres jugements, de nos propres impulsions, de nos propres pulsions. Et jusque-là, il y a toujours que la destinée reste la barque ontologique qui, dans une certaine mesure, oriente notre être intérieur vers un sens ou un autre sens. Donc, pour dire que, fondamentalement, l'environnement a une forte influence sur les individus. Vous allez constater que les peuples qui se sont développés dans des zones désertiques, dans des zones où il y a de la neige, ont développé une psychologie de guerre et d'agressivité. Tout simplement à cause du fait de leur nécessité de survie suite à un environnement hostile, suite à un environnement qui ne leur est pas favorable, puisque dans la neige, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de mangue qui tombe, il n'y a pas de poisson qu'on puisse pêcher à volonté, il n'y a pas de gibier à volonté. Hein? Il faut parfois parcourir de longues distances pour trouver même de l'eau à boire, y compris dans le désert. Par contre, des personnes qui évoluent dans un endroit clément, dans un climat tempéré, et ces personnes, ayant une vie favorable, sont appelées à avoir des dispositions de type pacifiste ou de type pacifique. C'est pour ça que l'Afrique noire, ou l'Afrique tout au moins, il faut le dire tout court, l'Afrique tout court, a été à l'origine un peuple pacifique. L'Afrique n'a commencé à connaître la guerre que lorsque elle se retrouvait confrontée à une guerre fratricide, des génocides, lorsqu'elle se retrouvait confrontée aux autres peuples qui avaient développé la psychologie de guerre. C'est pour ça donc qu'il faut comprendre que ceux qui vivent dans des endroits hostiles, pour pouvoir survivre, il est normal qu'ils s'abattent sur les endroits cléments, sur des endroits tempérés, sur des endroits favorables à la vie. Et on peut comprendre la haine, la rage que les peuples du désert et les peuples de la neige ont eu pendant de longues périodes et jusqu'aujourd'hui pour fondre comme des bêtes féroces sur les Africains, sur les Noirs. Donc le combat Seth et Horus, comme nous l'avons présenté, est donc issu du fait que Seth étant une divinité des lieux désertiques et Horus étant une divinité des lieux fertiles, les habitants des lieux désertiques ont toujours eu tendance à aller attaquer les habitants des lieux fertiles. Et ça a donc créé un choc. Ça, c'est sur le plan sociologique, sur le plan socio-historique. Nous ne sommes pas encore sur le plan cosmologique. Donc, les peuples du désert ont toujours eu la tendance de venir faire des razzias, venir, je vais dire, voler du bétail, voler les fruits à manger avant de retourner, courir dans le désert. Et il y a tout un arsenal d'histoires,
tout un ensemble de rapports qui nous est fait par nos ancêtres, les prêtres égyptiens, qui prenaient la peine de tout noter dans qui prenaient la peine de noter tout ce qu'ils vivaient quotidiennement, toutes les idées qu'ils développaient et toutes les agressions qu'ils subissaient de temps à autre. Le combat, cet Horus, est donc un combat qui est issu de la réalité géographique, qui elle-même engendre des cultures multiples. Le peuple du désert a une vision du monde qui lui est propre et engendre une culture qui est en adéquation avec son environnement. Le peuple de la neige a une vision du monde qui lui est propre en fonction de l'environnement où il se trouve. Lorsqu'il se lève le matin, la manière dont il voit le monde, le rapport même physique qu'il a avec le monde, l'amène à développer une culture qui est en adéquation avec son environnement. Le peuple qui est dans une zone tempérée développe aussi sa part de psychologie. Et donc, lorsque ces multiples peuples se rencontrent, il y a donc ce qu'on appelle choc des civilisations. Et donc, comme nous avons présenté les caractéristiques de Seth ici, nous avons parlé des déserts, nous avons parlé des neiges. Et donc, on comprend que l'agressivité, l'impulsivité, la démesure est le propre des peuples qui ont évolué, qui sont nés, ou tout au moins qui se sont développés dans des zones désertiques et dans des zones neigeuses. Cela dit, nous évoluons au niveau du 5e point, où on va donc parler de la première occurrence du combat Seth et Horus dans les textes écrits. Évidemment, tout le monde aujourd'hui qui a une culture basique sur l'Égypte pharaonique sait très bien que les premiers textes sacrés ne sont rien d'autre que les textes des pyramides. Et la première pyramide à avoir reçu ces inscriptions, c'est la pyramide du pharaon Ounas, qui a vécu sous qui était l'un des pharaons, le dernier pharaon, qui était même le dernier pharaon de la 5e dynastie. Donc, c'est à l'intérieur de sa pyramide qu'on a donc gravé sur les parois un texte qui a pris plus tard le nom de texte des pyramides. Et par la suite, c'est devenu une tradition. C'est le pharaon qui l'a succédé, nommé Téti, lui-même a suivi la même tradition, et tous les pharaons qui sont venus par la suite ont donc suivi la même tradition. Donc dans chacune des pyramides, il y avait des gravures à l'intérieur des textes, je vais dire des gravures à l'intérieur des parois, sur les parois à l'intérieur des pyramides, sur chaque paroi des pyramides. Il y avait donc des gravures. Pour dire que les premières occurrences du mythe dans les textes, du mythe du combat Seth et Horus dans les textes, se retrouvent d'abord dans la pyramide d'Ounas et ensuite dans la pyramide de Téti. Le 6e point d'ordre, c'est l'occurrence relative à la pratique homosexuelle sous le règne de Pépi Néferkare. Voilà, nous sommes déjà au cœur de notre sujet. La première fois qu'on retrouve ce qu'on pourrait qualifier d'une pratique homosexuelle. Parce que la plupart aujourd'hui qui veulent véritablement attaquer le mouvement kamite citent ce passage. Et il faut donc préciser que ce passage a été découvert donc dans la pyramide de Pépi Ier ou Pépi Néferkare, dans l'antichambre de la paroi Est. Donc Pépi Néferkare était le fils de Téti, de son des pharaons. Donc à partir de Téti, on entre dans la 6e dynastie. Donc la 5e dynastie se clôt avec Ounas et avec Téti, on entre dans la 6e dynastie. Et donc Téti est l'inaugurateur de la 6e dynastie et son fils Pépi Ier ou Pépi Néferkare, c'est à l'intérieur de sa pyramide, notamment dans l'antichambre de sa pyramide, à la paroi Est, qu'on a donc retrouvé
ce texte. Et qui l'a retrouvé? La découverte a été faite tout récemment par Jean Leclan, l'Égyptien Leclan, l'égyptologue français qu'on appelle Leclan, Jean Leclan, vers 1977, lors des fouilles qui ont été menées dans cette zone. Alors, notamment à Saqqara, je vais dire à Gizeh, sur le site des pyramides. Donc, c'est dans la tombe de Pépi Néferkare qu'on a découvert un passage faisant allusion à l'homosexualité. Et nous allons lire ce passage devant vous. Voici en fait la paroi qui a été découverte. Vous l'avez devant vos yeux. Et comme vous voyez là, c'est, je crois, la 30e ligne que je m'en vais lire tout à l'heure. La 30e ligne. Voici ce qui est écrit. Il est écrit N-A ouya metut F M arrête 7. Je vais dire N-A ouya metut, c'est pas très lisible, hein, donc vous-même quand vous allez entrer en possession du texte, vous voyez que il y a des parties qui ne se voient pas. Donc je fais beaucoup d'efforts. N-A ouya metut F M arrête hors. N-A ouya metut F N arrête 7. Hefaou pou. Je traduis. De même que Horus a amené sa semence dans le postérieur de Seth, de même Seth a amené sa semence dans le postérieur d'Horus. Repoussons les serpents. Hefaou pou, c'est pour conjurer les serpents. Donc qui dit Hefaou pou signifie conjurer les serpents. C'est une formule de conjuration. Donc, là, nous sommes dans une situation flagrante d'acte homosexuel. Mais certains iraient se demander, mais bon, est-ce que ça justifie vraiment que ça a eu lieu? Et malheureusement, il y a un autre texte intitulé le conte de Néferkare, de Pépi Néferkare, donc le conte de Néferkare et du général, le conte de Néferkare et du général Sisséné. Vous pouvez retrouver ce livre, cet extrait, c'est un petit texte que vous pourrez retrouver, mais aussi il y a des parties qui ont été effacées, tout ça. Comme vous savez, il y a des parois, des hiéroglyphes, il y a des papyrus qui ont été rongés, tout ça. Je précise, le titre c'est le conte de Néferkare et du général Sisséné. À l'intérieur de ce conte, on raconte donc comment le général Sisséné fréquentait nocturnement le pharaon Pépi Néferkare. C'est-à-dire en dehors même de la légende des textes des pyramides, il y a donc un récit, parce qu'il y a quelqu'un qui les suivait dans ce récit, tout ça est narré. Moi-même, lorsque j'ai lu ça, en dehors de la découverte de Jean Leclan, de ce que j'ai lu de la découverte de Jean Leclan, et j'ai été, quand j'ai encore lu ce conte-là, j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos, et c'est là où j'ai compris que parfois aussi, il faut comprendre que nous avons trop idéalisé l'Égypte, et il y a eu aussi des périodes sombres. Mais il faut avouer une chose, ces périodes sombres ont été dues aussi à l'attitude que certains souverains avaient adoptée. Et je vais donc développer pour clarifier cette position. Mais il faut préciser une chose. Le texte qu'on retrouve dans la pyramide, le passage qu'on retrouve dans la pyramide de Pépi Néferkare, et le conte qui fait allusion
à la même chose, doit nous faire comprendre une chose. Seth n'est pas un homme. Horus n'est pas un homme. Ce sont ce qu'on appelle les nétérous, c'est-à-dire les hypostases de la divinité, ou tout au moins les diverses facettes à travers lesquelles la divinité une se manifeste. Donc, comme on peut dire que Dieu est lune, Dieu est soleil, Dieu est terre, Dieu est eau, Dieu est feu, Dieu est ceci, Dieu est arbre, Dieu est homme, Dieu est animal, que Dieu est le tout. Et tout ce que je viens d'énumérer, la terre, soleil, ce ne sont que des multiples facettes à travers lesquelles la divinité se manifeste. Donc, les caractéristiques que nous avons données concernant Seth, c'est-à-dire le désordre, la démesure et autres, et les caractéristiques que nous avons données concernant Horus, à savoir l'élévation spirituelle, l'ordre, la mesure, l'intelligence, ne sont donc des caractéristiques qu'on codifie sous forme de nom et qu'on attribue, donc on dit Seth et on dit Horus. Ça, c'est sur le plan symbolique. Maintenant, le conte nous fait comprendre une chose, c'est que ce pharaon-là pratiquait effectivement l'homosexualité. Donc, il ne s'agit pas d'Horus et de Seth qui pratiquent l'homosexualité, mais ce pharaon ne fait que extérioriser à l'intérieur des écrits de sa pyramide ce qu'il pratiquait.